scénario est déjà prêt. Oui, il est déjà prêt. Non, veux-tu bien, Ludo? Il y a sûrement, as-tu déjà une idée? As-tu des primaires? Est-ce que tu as des potins? Ah ben, un scoop! Dans cet épisode, on parle de la fusion nucléaire quantique. Ben non, dans cet épisode, on parle de jeu rôle avec Philippe. Bienvenue à Tout Jeu Tout Flamme, votre podcast d'actualité rôliste. Je suis Flamme Beauregard, votre animatrice, en ma compagnie, mon co-animateur Ludo. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, Philippe Taillon, avec qui on commence un deuxième épisode aujourd'hui, étant donné que notre précédent a planté. Et nous avons l'intuition qu'à vrai dire, tout ça, c'est de la faute de Ludo, étant donné que dans l'enregistrement que vous n'entendrez jamais, nous avions eu une confession de sa part où est-ce que il avouait avoir retenu un chandail qui me doit depuis des années, un chandail de On Start Tout Ça, qu'on était censé avoir ensemble pour aller aux événements. Comme Je Rôle, justement, que Philippe t'a organisé cette année, Je Rôle 2025. Je suis allé, Ludo était là aussi. C'était vraiment toute une expérience. Effectivement, Je Rôle 2025 cette année était de retour pour sa 4e édition. Je Rôle, pour ceux qui savent pas exactement c'est quoi, c'est un événement pour de levée de fonds pour le Centre des arts populaires de Nicolet sous le thème des jeux de rôle avec un scénario de style multitable ou communément appelé épique dans le monde de Donjons Dragons. C'est des tables qui coopèrent ensemble, qui travaillent ensemble avec un scénario commun et collectif pour pouvoir progresser. Cette année, on avait 19 tables qui étaient participantes, plus une table spéciale à part de Shadow Dark, puis on a été capable d'aller chercher pour 8200 $ environ de bénéfices pour le Centre des arts en dons, qui vont servir à rénover le centre, parce que le centre est, lui, très prompt à devenir plus immersif avec un style renaissance, un petit peu médiéval, avec des salles majestueuses et un beau toit cathédrale qui est fait à partir d'une ancienne cathédrale de Nicolet. Tu sais, ouais, je viens de penser à ça, là. Tu dis que tout le monde joue ensemble, mais la façon que tu fais ton scénario, tu divises souvent en groupes. Ouais. Dans le fond, il y a comme... Je pense que ça fait quelques années que c'est de même. Là. T'as comme 3 groupes différents qui ont comme un pseudo même but, mais en même temps, un défi un peu de vouloir surpasser les autres gangs. Et très marketing. Parce que... non, mais je suis là. Tu peux bien rire. Parce que nous autres, effectivement, à ma table, qui dépensent de l'argent, on pour rerouler, là, parce que ceux qui ne savent pas, on peut rerouler des jets quand on met des 2 piastres. Puis à ma table, ben, on ne fait pas, on ne rate jamais. On peut toujours réussir, fait qu'on met bien de l'argent en Finrod. Puis, mais c'est ça, à chaque fois, on est comme... Bon, il y a comme... là, cette année, ils s'étaient séparés en 3. Il y avait le centre, l'est puis l'ouest, je pense. C'est tout ça? Ouais, nord-est, ouest, ouais. Nord-est, ouest. Puis, là, on entend les autres, puis il y a des pointages. Là, l'est est rendu à tant de points. Le nord est rendu à tant de points. Puis là, tout est là. Oh ouais, il faut qu'on se dépêche, on va gagner Donjon Dragon! Fait que là, c'est comme... Schling. Ah, t'avais tout pensé, là. Ah, ben, l'année passée, c'était vraiment plus compétitif. C'était vraiment genre 3 guildes, puis à la fin, il y allait avoir un gagnant. Fait qu'on on avait essayé cette thématique-là l'année dernière. Puis on avait mis ça compétitif, mais pas trop, pour pas que justement qu'il y en a qui finissent la soirée en se disant ah ouais, mais tu sais, les autres ils ont tellement dépensé qu'ils ont gagné. Ça avait fini quand même bien. La table numéro 1, ça avait eu un certain nombre de points. La deuxième guilde avait eu comme l'équivalent d'une mission en retard de points, puis la troisième, une autre mission en retard. Fait que tu sais, ça suivait très bien, c'était très serré. Parce que veux pas, moi l'année passée, j'avais une certaine crainte que, mettons, il y en aurait une qui aurait
tellement clenché les autres que c'est comme genre là, le monde aurait trouvé ça plate. Mais puis cette année, ben là, c'était coopératif. Oui, il y avait comme des comparaisons de points. C'était juste pour voir à quel point l'avancement du front puis de la protection du fort allait. Mais en même temps, le monde, il aime ça. C'est voir des points puis des scores puis tout. Puis, parce que les autres années, c'était collaboratif. C'était genre, t'avais juste un score pour toutes les tables. Fait que tu savais pas exactement, tu sais, ta section à toi, elle allait comment par rapport aux autres. C'était comme genre, chaque table accumulait des points, puis nous, on affichait juste le total. Puis là, ben, cette année, on avait gardé les sous-sections. Hein. C'était pas 100% paye pour gagner, là. C'était comme paye pour réussir, tu sais. C'était comme un meilleur mix. C'est paix pour la bonne cause aussi. Là. Ah, c'est oui, pas juste je gagne tout seul de mon côté. C'est quand tu sais que tous les fonds s'en vont pour une bonne cause. Tu disais le centre Nicolet. Oui, le centre des arts populaires de Nicolet, ouais. C'est un OBNL qui gère l'endroit et autres, puis que c'est quand même communautaire aussi. C'est aussi le trésor caché de nombreux GNistes. Il y a beaucoup de GN qui vont là, beaucoup de banquets, des réceptions, des mariages. Il y a déjà eu des reconstitutions historiques. Je me rappelle plus exactement c'était quelle organisation qui avait fait ça, mais il y a 2 ans, ils ont reçu une reconstitution historique d'un couronnement français. C'était des reconstituteurs du Canada, des États-Unis, de l'Europe qui étaient tous venus pour faire ça. Fait que, ça a l'air de tenir à cœur comme endroit. Oui, quand même, oui. Ben, c'est un endroit que j'ai vécu à travers le temps et les âges. Parce que moi, je suis natif de Nicolet. Fait que le Centre des Arts a été là depuis que je suis tout jeune. Là. Il y avait des activités scolaires, des événements. J'ai même été là au scout. J'ai vécu des événements personnels aussi là. Je vais au Grandeur Nature de mon bon ami Guillaume Bellil, qui est aussi agent de développement pour le Centre des Arts populaires de Nicolet depuis 11 ans. Fait que j'ai vu, puis tous ces petits experts, il y a comme des petits GN qui sont là aussi que j'ai été. Fait que oui, non, c'est quand même un endroit que je connais bien puis qui est quand même important. Et justement, tu dis, il y a des petits GN. Ça reste que c'est une place qui est bien faite pour pouvoir jouer à Donjons Dragons. Là. On se le cachera pas, les jeux de rôle. Là. Mais il y a des GN, puis je pense que vous avez des genres de peintures de certaines personnes du GN accrochées un peu partout là, comme décoration. Là. Oui, mais ça, ces peintures vont être malheureusement décrochées parce que l'événement Avènement, justement le GN Avènement, a eu sa finale au début du mois de mai. Après 11 ans, justement. Fait que là, ça va changer. Pour l'automne qui s'en vient, ça va être l'Odyssée du Magellan. Ça va être dans les années 1920-1930, dans ce style-là. Puis ça va être à bord des super paquebots qu'il y avait à l'époque, avec un peu de mystère, de mysticisme, puis de voyages spirituels. Fait qu'on va changer un petit peu. Là, le centre va devenir un paquebot luxueux. Fait que ces peintures-là, malheureusement, vont avoir été retirées. Dont la mienne que tu n'auras sûrement même pas vue parce qu'il l'avait pas il l'avait pas mis au mur lors de l'événement. Mais la question, est-ce qu'on va pouvoir bider pour l'avoir? Je sais pas. Peut-être. Quelque chose je devrais la récupérer. Je devrais la récupérer bientôt. Fait que il va me la redonner. C'est juste que là, à la fin du dernier événement, on pouvait partir avec, mais là, moi, il fallait que je parte. Il était tard, je travaillais le lendemain matin, tout le monde était brûlé. Fait que je vais la revoir, ma peinture. Peut-être. Qui sait? Puis combien vous avez reçu? Donc, justement, c'est un événement qui ramasse des dons. Combien de dons vous avez reçus cette année par rapport aux autres années? Avec les ventes et tout, la part de profit, en enlevant tout ce qui a été de dépenses, là, c'est à peu près 8200, peut-être un peu plus. Là. Il reste quelques petits calculs, quelques petites factures à payer, dont les photographes voient, mais c'est à peu près 8200. Peut-être plus si on est chanceux, si ça coûte un peu moins cher qu'on pensait. Ce qui est déjà 1000 de plus que l'année d'avant, qui était à peu près à 7000, 7002. L'autre année précédente, on était dans le 6400. Puis la première année, on était à 3400. Ça a gagné beaucoup en traction. Mettons, on a plus de gens.
Ça a l'air d'attirer beaucoup de monde. C'est-tu bien du travail à organiser ça? C'est quand même du travail, oui. C'est le travail d'une année, mais tu sais, à petit, au début, c'est tranquille, puis plus ça avance, moins c'est tranquille. Cette année aussi, j'ai changé un peu les systèmes. Le système d'inscription, ça a passé par Zephy, ce qui a beaucoup aidé pour l'inscription. C'était plus facile pour les personnes, plus facile pour moi aussi, parce que il y avait manière de mettre des catégories, des billets différents, des préventes. Le Zephy, c'est pour aider et épauler les OBNL. C'est une plateforme québécoise en plus qui ne charge rien aux OBNL. C'est juste les personnes qui font des dons, s'ils veulent, ils peuvent faire un don à Zephy pour aider la plateforme à rouler au final. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Puis le scénario que j'ai fait cette année était un peu plus directif que l'année passée, plus punché, beaucoup plus speedé. Il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé parce que justement, il y avait moins à se promener, à attendre. Tout ça, c'était comme punché, c'était genre paf, paf, paf. C'est comme j'avais dit, c'était un peu, je vous l'avais dit à vous, c'est un peu plus comme rapide et dangereux. Puis en vrai, tu pars, puis tu slides jusqu'à la fin, puis c'est de pire en pire. L'année passée, c'était très, très focusé vers le choix du joueur, la liberté du joueur. Fait qu'il y avait énormément de scénarios, il y avait énormément de possibilités. Puis les maîtres de jeu étaient un petit peu essoufflés à la fin parce que c'était intense. Puis c'était un méchant document qui est disponible d'ailleurs sur Itch.io si vous voulez aller le voir pour voir à quel point il est gros. Puis cette année, ben, au lieu d'avoir 100 quelques pages, la section maître de jeu, c'était genre 24 pages. Fait que c'est ça. Puis ça. En plus, c'est tout du monde bénévole, c'est ça, exactement. Là. Exactement. Tu sais, j'ai remercié encore énormément, de même que les bénévoles qui étaient présents et présentes, dont toi, entre autres, Flamme, ma conjointe, ma belle-sœur, la mère à Guillaume, la conjointe de Guillaume qui était là aussi. Ah ouais, c'est fun. Ouais, non. Puis Guillaume Mador aussi, un autre ami, qui se sont mis comme bénévoles, plus tous les 20 maîtres de jeu qui ont fait ça de manière bénévole. La préparation, tu sais, c'est quand même 2 rencontres qu'ils ont à faire avec moi. C'est 2 rencontres audio-vidéo pour parler c'est quoi les pics, puis après ça, parler du scénario, lire le scénario, préparer, tout faire, puis animer le jour même. Mais à date, le monde, ils trippent quand ils le font. Les maîtres de jeu, c'est une expérience unique. Ils capotent. Puis à la fin, je leur dis tout le temps, à la fin, vous allez être fatigués, puis vous allez être essoufflés, mais vous allez être heureuse. Vous allez être comme satisfaits. Puis toute la gang, ils ont fait les nouvelles de cette année, ont fait ah ouais, c'est vrai qu'à la fin, c'est essoufflant. Oui, parce que tu veux pas le bruit, l'ambiance, tout c'est comme ça nourrit, mais ça fatigue aussi. Oui, ben je peux même témoigner. Je pense que les bouts où est-ce que tu m'as fait, tu m'as pris sorti du service pendant un moment pour me faire jouer une Banshee qui attaquait les tables comme monstre errant. Puis là, chaque table pouvait me faire du dégât dans l'espoir qu'éventuellement on élimine ce monstre errant avant qu'il fasse toutes les tables. Et des fois, je chantais que le maître de jeu, ça lui permettait de faire, sais-tu quoi? Je vais aller prendre une pause pendant ce temps-là. Ça faisait l'affaire. Que ça, ouais, ça renaît pour eux, là. Ah ouais, c'est un 4h30 qui est intense, là. C'est un sprint, là. C'est un sprint. Je pense que je peux le dire aussi pour les personnes qui voudraient voir ça puis aimeraient se proposer comme bénévolat. On a eu du fun aussi à passer entre les tables. On n'a jamais fait de service vraiment à la clientèle, personne dans ce gang-là. Mais là, on était tous habillés un peu, chacune costumée. Puis on passait à travers les tables, on prenait les commandes, on jasait avec des personnes qu'on connaissait. On voyait tout le monde s'amuser là-dedans. Puis je dois avouer, j'ai marché en maudit, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé participer à cette expérience-là. Ouais, c'est grâce au service aussi, veut pas qu'il y a quand même une part des bénéfices qui ont été faits, on se le cachera pas. Entre autres, je vais remercier encore le domaine Bertillon qui a fourni de l'alcool à bas prix. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Des bières thématiques en plus, fait que ça fitait très bien. Ouais. De même qu'il y a des tirages de participation. Fait que on a eu plusieurs commanditaires qui sont revenus cette année pour aider à bonifier l'événement, puis pouvoir donner des cadeaux aux bénévoles puis à certains joueurs et joueuses aussi.
parce que les maîtres de jeu, ben c'est ça, au moins je le regarde, j'essaie toujours d'avoir des trucs. Cette année, sur 19, je pense qu'il y en a eu au moins 10, 12 qui ont eu quelque chose. Là. Ah ouais, ça n'arrêtait pas les prix, là. Puis il y en a que c'était des livres ou carrément des trucs de bois. Je pense le gars de la quête du bois qui fait des tables, des affaires, il était là, lui, avec. Ouais. Black Bear Workshop aussi, Jeux AZ, on a eu le Dragon d'Or, l'Imaginaire, Papa DM a donné des dés aussi. On a eu quand même beaucoup de personnes là, qui ont été généreuses cette année, fait que c'était bien plaisant là, vraiment. Puis si vous voulez toutes les voir puis avoir une courte description de c'est qui, je les ai mis aussi sur le site internet de Jeux Rôle. Si vous voulez les voir, puis dans mes publications aussi, je les ai toutes remerciées, puis sur le Discord aussi, avec des liens puis des informations pour savoir mais qui ils et elles sont. Okay. Et en parlant de liens, pour ton site et ton Discord, on va mettre les liens dans la description de l'épisode. Mais avant de passer à autre chose, j'aimerais savoir, là, ça c'était Jeux Rôle 2025. Est-ce qu'il va y avoir un Jeux Rôle 2026? Oui, il va y avoir un Jeux Rôle 2026 qui va être l'équivalent de la même fin de semaine, si je me souviens bien. C'est le 26 avril 2026 que ça va avoir lieu. Okay. Que ça va être ce samedi-là va revenir. Fait que je vais juste regarder vite à 100% pour être sûr, parce que il me semble que je me dis check ben ça, je dis ça, puis je vais me tromper de 3-4 jours. Là. Mais tu sais, ça va revenir encore. C'est la même fin de semaine, c'est l'avant-dernière fin de semaine avant la fin d'avril. Fait qu'on devrait encore une fois se sauver de notre tempête. Puis on a bien fait parce que il y a eu de la pluie puis tout. Puis si on avait été juste un peu plus tôt, ça aurait été la fameuse pluie, la fameuse tempête de neige thématique de Jeux Rôle. À chaque année, il y a de la neige ou quelque chose. Ça a fait ça. Fait que là, je dis là, cette année, à la date qu'on avait choisie, c'est sûr et certain qu'on allait être correct. Puis, heureusement, parce que ça aurait été dommage pas mal. 25 avril, vous voyez, c'est un jour. 25 avril 2026. Là, ton scénario est déjà prêt. Oui, il est déjà prêt. Non, veux-tu bien, Ludo? Il y a sûrement... as-tu déjà une idée? As-tu des primaires? Est-ce que tu as des potins? Un scoop! Est-ce que tu as un scoop? Ben, ceux et celles qui ont participé ont déjà eu un petit scoop, un mini scoop, puis là, je vais pouvoir l'approfondir. C'est qu'à la fin du dernier scénario, il y a une invitation par la commandante en chef des armées de dire là, c'est assez. On va aller attaquer ceux qui nous ont attaqués. On va retourner chez eux. On va profiter du fait qu'on les a affaiblis, puis on va aller leur casser les dents. Fait que ça va être, le prochain scénario va être plus de style offensif plutôt que défensif. Oh. Puis ça va être d'aller exterminer ce qui reste du clair-obscur qui avait semé le chaos aussi dans le scénario d'il y a 2 ans, celui de Terreur à Wiggle, que c'était très underground, puis c'était juste à la fin qu'on voyait que tout ça était fait par une organisation et autres. Puis là, cette année, c'était plus comme massif. Puis là, l'année prochaine, on va comme clôturer cette trame-là. Ouais, puis ça va être plus... on va aller attaquer, entre autres, du territoire, un repère, puis je vais regarder comment j'agence ça pour peut-être faire qu'il y ait comme 3 secteurs, mais différents, mais que ce soit pas trop chargé et lourd pour les maîtres de jeu. Prépare tes 2 piastres, Ludo. T'as 1 an pour les emmagasiner. Ouais. Parce que Ludo est là aussi à chaque année. Là. Je suis rendu une mascotte. Le gars qui vient de l'autre bout de la terre pour pouvoir jouer à Jeux Rôle. C'est vrai, toi, tu viens jusque de Rimouski. Ouais. Tu te déplaces pour son événement, puis tu te déplaces même pas pour Draconis. Je fais un bout en calèche. Après ça. Dans les bois. Ouais. Mais on a des gars de la Côte-Nord, mais le gars qui est venu, qui est le plus loin que je sache, là, il est venu de la Gaspésie. OK. Puis, il y a 2 ans, ouais, il était venu de l'autre bout, puis il avait profité. Il était venu pour l'événement, puis il a dit après ça, ben, je vais me promener autour. OK, fine, sure. Viens-t'en.
Mais on aime vraiment ça, des événements comme ça, québécois. Je pense que les gens sont pas assez au courant que ça existe. Puis c'est le fun de rencontrer plein d'autres nerds comme vous, puis de jouer, puis rouler, rencontrer des gens. Puis des fois, tu sais, des gens que vous connaissez déjà, ou encore que qu'on voit sur Internet dans toutes sortes d'actual play ou des capsules. Je me suis même fait dire par quelqu'un comme « Hey, j'ai reconnu ta voix! T'es dans le podcast Toujours Tu Flammes! » J'étais un fan depuis le début, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » Reconnaissance. Je pensais que c'était juste mes amis qui me connaissaient, qui pour me faire plaisir regardaient ça, ou tout le monde qui joue avec Ludo dans ses Westmarch. Hein? Mais non, il y a du monde qui découvre. Ben oui, c'est une belle communauté, puis je pense que c'est grâce à des événements comme ça, merci, qu'on a des occasions de se voir. Et j'invite vraiment les gens à participer à ce genre d'événement-là. Si ça vous tente. C'était bienvenu. Il y a un autre sujet qui nous intéresserait aujourd'hui, à part les événements. Et on serait très intéressé par tout ce qui est le sociofinancement des jeux de rôle. Et toi-même, Philippe, tu as sociofinancé un jeu, si je me rappelle bien. C'est un scénario, en fait, de Morborg. Ouais, okay. Grift l'Infesté, que j'ai socio-financé en février 2024. Pendant le Zine Quest. Ouais, c'est sur Kickstarter pendant le Zine Quest 2024, effectivement. Comment ça marche quand on veut faire de quoi sur Kickstarter? Ben, la plateforme en tant que telle, c'est quand même assez instinctif et facile. Puis, depuis les dernières années, ils ont beaucoup traduit autre. Fait que moi, j'ai tout eu accès aux ressources en français. Okay. C'est d'utiliser pour faire ta présentation, c'est tout très bien accompagné. Par contre, il faut que tu sois quand même prêt un minimum. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux écrire. Il faut que tu aies des images, il faut que tu aies tes paliers, il faut que tu saches un peu vers où tu te diriges. Puis ça, ben, pas une des meilleures manières, c'est de regarder les autres Kickstarter, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou les autres plateformes, là, parce que il y a GameFound, il y a Game on Tabletop, il y a BackerKit, il y en a plusieurs. C'est de regarder un peu qu'est-ce que tu vas aller chercher, c'est de faire des essais-erreurs. C'est comme nous, moi, je m'étais dit aussi que ce crowdfunding-là, cette campagne de socio-financement-là, c'était aussi beaucoup pour apprendre. Puis j'ai appris. J'ai beaucoup appris sur le niveau de préparation. J'étais prêt, mais j'aurais pu être plus prêt encore. J'aurais pu avoir plus de visuels, j'aurais pu avoir plus de choses. J'aurais pu, mes images, des fois, pour l'évolution, je les avais pas faites d'avance. Je savais pas à quel point ça pognerait ou ça pognerait pas. Mais mettons là que je recommencerais, j'en préparais peut-être une ou deux, pour pas avoir à se dépêcher quasiment à la dernière minute. Il faut que je le fasse pendant que c'est encore pertinent. Puis il y a des paliers qui ont super bien fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné. J'ai remarqué aussi que j'avais fait un stream de démarrage puis un stream de clôture. Puis ça m'a beaucoup aidé à aller chercher des gens qui venaient puis des fois qui rajoutaient des pledges, des dons, des promesses pendant ces événements-là. Parce que souvent, c'est ça. Un Kickstarter ou du socio-financement, ton premier 24 heures, c'est super important. Le 72 heures aussi. Puis le dernier 24 heures. C'est souvent là que tu vas avoir le gros de la masse. Après ça, il y en a là, mais c'est pas juste ça. C'est que c'est ton premier 24 heures, même quasiment les premières heures, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas peut-être plus ressortir sur la page web ou tu sais, faire affaire. Tu sais, moi, l'avantage aussi, c'est que j'étais avec le Zine Quest, fait que j'avais le tag Zine Quest. Fait que tous ceux qui regardaient le Zine Quest, ça y allait. Est-ce que Kickstarter, c'est la meilleure plateforme pour du francophone? Oui et non. Games on Tabletop est beaucoup plus populaire en Europe, si tu veux aller chercher le marché européen. Par contre, tout ce qui est Québec nord-américain, c'est plus Kickstarter, sauf que c'est une plateforme que le francophone est, pour le jeu de rôle, je parle surtout, est un petit peu moins recherché. Pas dans le sens que c'est pas là que les gens vont aller en premier. T'sais, ils vont aller sur Ulule ou Games on Tabletop. C'est pas mal dans les top côté francophone. Mais ça se trouve pareil.
Mais tu sais, c'est toute une étude qu'il faut que tu regardes. T'sais, est-ce que le fait de participer à un Zine Quest, ça va balancer? Est-ce que tu sais, c'est. Puis en même temps, je veux pas, c'est du réseautage. C'est aller chercher des gens autres, parce que les premières personnes qui vont participer, généralement, ben, ça va être les personnes que tu connais, ça va être des amis, de la famille, des proches. Fait que si t'es capable d'aller chercher ce monde-là, ça fait augmenter ton nombre de personnes qui vont souscrire, le nombre de bénéfices, puis ça, c'est un effet boule de neige. Il y a du monde qui embarque parce que le projet a l'air de marcher. Fait que, tu sais, ils vont suivre. Fait que c'est pour ça que la première percée initiale est importante. Puis il faut que ton pitch soit prêt. Puis que tu t'aies de quoi dire, puis de quoi présenter. Puis moi, j'avais le squelette de toute l'aventure. Le but de ce sociofinancement-là, c'était justement de mettre beaucoup de chair autour de l'os pour le rendre plus gros. Puis au lieu d'être comme en mode one-shot, que ça puisse être un one-shot, mais plus détaillé ou en campagne courte. Fait que je suis parti d'un petit squelette avec des bullet points puis des petits textes à de quoi de beaucoup plus gros, avec des emplacements de plus, qu'il y a des personnes qui ont participé au sociofinancement qui ont ajouté, il y avait un palier que tu pouvais ajouter ta soumission. Ludo a eu un petit peu un extrait de la sienne ainsi que toutes les autres. Fait que tu sais, des petites affaires de même, il y en a qui ont ajouté des lieux, il y en a qui ont ajouté des monstres, il y en a qui ont ajouté des PNJ. Ça permettait justement d'impliquer un peu les gens. Est-ce que t'en... Ben après mettons, là, le Kickstarter, là, parce que là, lui, il ramasse une cote aussi, là. Ouais. Oui, il y a un pourcentage selon le montant, selon les cartes de crédit employées et autres, là. Mais oui, il y a une cote. Fait que c'est sûr. Puis ça aussi, c'est quelque chose à regarder. Il y a des plateformes qui sont plus gourmandes que d'autres, mais il y en a d'autres aussi. Il y a des plateformes que tu peux le faire comme à la carte, que si tu t'enlèves des services, ils vont baisser le pourcentage. Sauf que c'est un calcul à faire parce qu'il y a certains de leurs services qui sont bien pratiques à avoir. Fait que c'est encore là, faut que tu magasines. Faut que tu magasines ta plateforme puis que tu planifies avant de te lancer. Selon ton style de projet puis ton genre de projet. Si tu fais un jeu de société, c'est pas la même chose qu'un scénario de jeu de rôle. Si tu fais un livre, si tu fais une BD, si tu fais un gadget, si tu fais de l'électronique, il y a des endroits qui sont plus ciblés que d'autres. Backtrack un petit peu, te dit qu'il y a plusieurs types de services qu'on peut ou ne pas prendre. Mm-hmm. Quel genre de service? Ben, sur Kickstarter, il y en a moins. Kickstarter, c'est pas mal la plateforme, mais il y en a d'autres que tu peux faire de la merch avec ton produit, mais ils vont t'en charger un pourcentage. Il y en a qui vont te faire de l'accompagnement personnalisé, qui vont te proposer que, hey, si, tu peuvent vérifier ta page ou autre, pour s'assurer que tout est beau, puis tout en échange d'une petite cote. Mais il y a des compagnies aussi qui sont faites de même, BackerKit. Au début, c'était une compagnie qui s'occupait des pledges et autres, puis maintenant, ils ont aussi leur plateforme de sociofinancement. Ouais. Eux, ils ont des options aussi d'accompagnement, de possibilités. Il y en a d'autres qui peuvent t'aider à booster tes promos, mais ça, généralement, ça coûte cher. Fait que il y a toutes sortes de choses qui peuvent servir ou des mailing lists ou autres, mais ça dépend. Comme je dis, chaque plateforme offre des choses de plus ou de moins, selon aussi à quel point tu veux laisser une part à ces plateformes-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir un projet puis de te lancer dans le sociofinancement? Ben, le Griff, c'était quelque chose que je me disais, un jour, je vais le publier, je vais le faire plus beau, puis je me disais, puis là, le Zine Quest, ça faisait déjà un certain temps que j'en parlais. Pépé de Coup Critique aussi, il en parlait beaucoup, puis il m'a dit, on devrait se lancer un projet, ben, pas ensemble, là, je veux dire, lui, il voulait en faire un, puis tout, puis finalement, ben, je dis, moi, je vais le faire, je vais me lancer, j'avais un peu de temps, une opportunité, puis en même temps, je me disais que c'était un bon test que je voulais faire, j'en ai parlé tantôt, parce que éventuellement, moi, je voudrais lancer un jeu de rôle, basé sur le monde d'avènement, le GNO Centre autre, qui est quand même assez avancé, mais ça, si tu veux faire de l'impression, puis ça, c'est beaucoup plus gros.
Puis quand tu fais un gros projet, puis que c'est ton premier projet, c'est pas nécessairement bien. Parce que là, l'apprentissage que j'ai fait sur ce petit projet-là va me servir énormément sur l'autre. Entre autres, la valeur réelle des services que je demande. Tu peux, on estime tout le temps à peu près, mais tu sais, je me dis, OK, bon, si pour Griff, ça m'a coûté ça, puis ça m'a coûté ça, ben je sais que pour un livre de 200 pages, ben ça va me coûter beaucoup plus. Fait que ça va m'aider à estimer des meilleurs prix, puis de pas arriver, bon, ben je demande un financement de 5 000, puis finalement, ça me coûte 10 000. Je sors des gros chiffres. Fait que là, tu fais genre... Là, t'es pogné parce que t'as promis au monde. T'es comme... Ça permet de aussi pratiquer sur qu'est-ce qui fonctionne pas pour que le jour que je vais lancer le plus gros projet, ben je vais savoir un peu plus des pistes de solutions, comment bien aller chercher le monde, comment bien le faire, comment être prêt. Parce que Griff, je suis allé chercher 750 sur un montant initial de 400. Puis pour être honnête, j'aurais jamais arrivé à 400. Même encore là, je vais peut-être sortir un petit peu d'argent de ma poche parce que... Ouais, pour finaliser le tout, parce que c'est ça. J'avais estimé à peu près des montants, mais le projet est devenu plus gros à force d'écrire, à force de faire ci, faire ça. Je me suis ramassé avec un peu plus de pages que je pensais. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. J'ai dit, OK, faut que tu planifies tes affaires en conséquence. Faut que tu fasses ci, faire ça. T'sais. Même chose avec le document. Mon autre document, il va être... Le but, c'est que je veux avoir fini d'écrire au moins le premier gros jet pour avoir un estimé. OK, c'est-tu 160 pages? C'est-tu 200 pages? C'est-tu 250 pages? Peut-être qu'après ça va varier. Il y a des affaires que je vais couper, mais au moins, ça te donne une base. Tu sais, de volume puis tout, puis tu vas savoir le temps estimé aussi. J'ai fait des tests avec Griff, combien ça coûte pour de la correction, comment ça coûte pour du graphisme, comment ça coûte pour une illustration de couverture, comment ça coûte. Fait que c'est tout des estimés que tu penses savoir le prix parce que tu vois passer des prix une fois de temps en temps, mais tu veux pas, le temps il file, puis les prix ils changent, puis tout, puis à la fin, c'est là que tu apprends le plus, ça, que tu dis, oups, le budget, finalement, il aurait fallu qu'il soit de X ou Y montant, finalement. Là. OK. Fait que si je comprends bien, les trucs que tu donnes aux personnes qui voudraient se lancer là-dedans, c'est de se préparer à l'avance, d'avoir plusieurs choses de prêtes, autant les paliers que des choses à montrer. Mm-hmm. Il y a de commencer peut-être plus petit, tu sais, comme pour apprendre, faire l'apprentissage de passer à travers un projet avant de se lancer dans quelque chose de plus grande envergure. Il y a vraiment se concentrer sur les premières heures, la première journée, les premières journées, puis ensuite il y a la fin du Kickstarter. Et il y a aussi bien magasiner c'est quoi nos besoins en regardant les différentes plateformes, c'est quoi les services qui sont attachés à ces plateformes-là. Ouais, puis tu sais, d'avoir une idée globale de qu'est-ce que tu veux comme produit final. Puis d'essayer de te garder à ça parce que veux pas, tous tes estimés vont être liés à ça. Parce que si tu dis, ben j'en ai un aussi que je connais, tu sais, Jean Béard, il a fait un Sleepless. Au début, c'était supposé être un livre, finalement, il a fait deux livres. Il a dit c'est un choix personnel qu'il a fait parce qu'il trouvait que c'était plus hot, c'était plus beau, c'était plus cool puis tout. Mais au final, il a perdu de l'argent juste avec ce choix-là. Ouais. Mais tu sais, sauf que il l'a dit, il assumait. Tu sais, genre, mais c'est mon choix, c'est ma décision, mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est toutes des affaires de main. Il faut que tu te dises vraiment qu'est-ce que tu vas calculer, comment tu veux. Tu sais, il faut que tu aies une idée quand même. Puis en même temps, ben, ça va permettre de mieux négocier avec si tu fais des affaires avec d'autres personnes. Parce que ça, on se le cachera pas, dans la publication indépendante, dans le jeu de rôle, plus t'en fais toi-même, mieux c'est. Okay. Faut que tu sois plus t'es capable d'être un one-man army, mieux c'est, parce que au moins c'est ton temps que tu vas investir. Parce que quand tu vas vers l'externe, les prix montent vite. Très vite. Parce que c'est normal. Tu veux rémunérer à sa juste valeur les personnes. C'est le but aussi. Moi, c'était pour ça aussi que je faisais le financement. C'était pour être capable de payer les gens. De dire, hey, t'as fait ma correction, merci. V'là un montant qui était préalablement entendu. T'as fait mon illustration, merci, je te paye. Plutôt que de têter les amis ou d'utiliser la robotique. On va dire ça de même. Oui, parce que puis on le voit souvent, c'est les petites équipes passionnées, très proches de leur communauté, qui ont l'air de percer sur le socio-financement ces temps-ci. Ce qui pourrait nous emmener au prochain sujet. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est noir? Pourquoi tout est figé? Est-ce que c'est un problème d'enregistrement? Est-ce que c'est
lecteur qui fait ce problème-là? Eh non, c'est nous. On trouvait que c'est trop long. Alors on a décidé de couper l'épisode en 2. Alors on vous aime et la suite au prochain épisode.